Bonjour, tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, il faut le dire, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'actualité qui vous permet, vous téléspectateurs, d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Et également Starcom est le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Et dans cette émission, nous passons au-dessous, et notamment en ce qui concerne la crise guinéenne, avec le regard du parti RDA sur la crise qui prévaut en Guinée, il faut le dire, après l'annonce du report des élections législatives couplées au référendum constitutionnel initialement prévu pour le 1er mars dernier. Le front dressé contre une nouvelle constitution et un troisième mandat d'Alpha Condé ne compte pas lâcher la pression sur le locataire du palais Sékou Touré et au promoteur du troisième mandat. Ainsi, après 48 heures après l'annonce à la nation d'Alpha Condé annonçant un léger report du double scrutin, le FNDC durcit le ton et appelle à ses partisans à une nouvelle manifestation prévue à compter de ce jeudi 5 mars 2020 pour s'opposer à ce qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. Il faut dire que cette fois-ci, les membres du front dressé contre une nouvelle constitution semblent dire notamment défier l'autoroute en ce qui concerne cette manifestation. Quel est le regard général notamment du parti PDG RDA sur la crise qui prévaut en Guinée? Quelle réaction a le parti en ce qui concerne le report de ces élections? Et également, quelle est la position sur la mission de la CEDEAO qui est déjà venue en Guinée en ce qui concerne l'étude par rapport notamment au fichier électoral qui est le point d'injonction entre les acteurs politiques impliqués dans ce processus électoral en Guinée. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons comme invité dans ce numéro de Starcom M. Oye Biavogui. Je rappelle qu'il est le secrétaire par intérim du parti PDG RDA et également tête de liste du parti pour les élections législatives couplées désormais au référendum constitutionnel. Monsieur Biavogui, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. Bonjour et bienvenue dans Starcom. Merci, bonjour Monsieur Barry. Et je vous remercie également. Il faut dire que c'est une opportunité que nous saisissons. Et je crois une deuxième fois d'ailleurs de passer ici afin de donner nos points de vue par rapport à cette actualité sociopolitique de la Guinée qui nous est très chère. Alors, dites-nous, parce que qui parle du PDG RDA, c'est une question d'entrée, se rappelle notamment de ce souvenir, parfois positif et négatif de la gestion du président révolutionnaire Ahmed Sékou Touré. Avec le temps, aujourd'hui, quels sont les fondements du PDG RDA? Avec le temps, aujourd'hui, les fondements du PDG RDA restent toujours les mêmes. Rien n'a changé. Il y a des piliers sur lesquels nous reposons, qui sont la liberté, la dignité, le travail et surtout l'émancipation des peuples africains. Ce sont les piliers sur lesquels le PDG repose et que nous appelons d'ailleurs l'idée originale du PDG qu'a défendu le président Ahmed Sékou Touré et tous ses compagnons. Est-ce que ces idées ne sont pas révolues aujourd'hui avec l'évolution sociopolitique de la Guinée? Non. Vous en tenez à l'histoire? Pourquoi? Aucune de ces idées n'est révolue. Quand on parle de l'émancipation, je crois que plus que jamais, cette émancipation des peuples africains est nécessaire. Cette émancipation de la jeunesse guinéenne, elle est nécessaire. Cette émancipation des femmes de Guinée est également nécessaire. Quand on parle de dignité, c'est vrai, tout doit reposer sur la dignité. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous assistons à des prostitutions politiques de part et d'autre, nous assistons à tout ce qui est antinomique par rapport aux idéaux du père fondateur et tous ses compagnons, nous pensons qu'encore plus qu'une fois, que la dignité doit résider dans notre façon de faire, dans nos comportements de tous les jours. Je crois qu'à travers ça, la nation encore peut être ici haut et la République aura toutes ces valeurs que nous souhaitons, que nous incarnons à notre niveau. Donc aujourd'hui, vouloir abandonner cet le PDG RDA perd toute sa nature. Donc nous n'abandonnons pas
Parce que d'abord, le président Ahmed Sékou Touré, il a fait du PDG ce que le PDG a été et le PDG a fait du président Ahmed Sékou Touré ce qu'il a été et ce qu'il est aujourd'hui. Alors, parlons du professeur Alpha Condé, qui, je rappelle quand même, le président de la République a donné son avis sur la déclaration du Prague à l'aube notamment de 2010, disait qu'il prenait la Guinée là où Sékou Touré l'avait laissé. Vous, du côté notamment du PDG RDA, comment est-ce que vous avez appris cette déclaration du président de la République après son investiture à la tête de la magistrature suprême du pays? Bon, avant d'accueillir cette idée, il faut dire que il y a une alliance entre le RPG et le PDG RDA. Donc, qui passe par endroit, quand même. Oui, qui passe inaperçu parce que le PDG n'est pas aussi ce parti qui fait du suivisme. Quand c'est bon, nous disons hautement et fortement que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, nous disons clairement que ce n'est pas bon. Donc c'est ça aussi la nature du PDG. Est-ce que c'est parce qu'Alpha Condé dit qu'il prend la Guinée là où a laissé Sékou Touré? Non, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que bien avant qu'il ne dise ça, on était déjà en alliance avec le RPG. Donc il n'y a aucune opportunité de dire que parce qu'il a dit qu'il prend la Guinée où Sékou l'a laissé, qu'on s'est allié. Non. Mais nous avons compris qu'effectivement, à cette époque-là, il avait effectivement de long à large analyser la situation et que c'est cette affirmation qu'il fallait pour pouvoir encore remobiliser ce peuple-là derrière lui. Et cela a été, même par son élection au deuxième tour, je crois que cela a été. Bon, malheureusement, je crois que ce n'est pas seulement de se prononcer, il y a aussi la pratique. Vos valeurs, est-ce que vous trouvez vos valeurs incarnées dans la pratique en ce qui concerne la gestion d'Alpha Condé? C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Depuis 2010, il a affirmé. C'est pourquoi nous disons, quand vous me faites encore revenir à cette idée de dignité, et ce n'est rien d'autre qu'entre l'harmonie et le dire. Il a dit, mais il ne le fait pas. Donc ça veut dire qu'il y a problème à un niveau donné. En tout état de cause, ce qu'il y a lieu de dire par rapport à cette affirmation, il a dit, je crois que mieux vaut tard que jamais. Il peut encore revenir sur les traces du président Ahmed Sékou Touré, qui ne sont pas vraiment... Oui, à quelques mois de la fin de son mandat. Même si on est à quelques mois de la fin de son mandat, il n'y a pas de problème. À mon avis, en un mois, 2 mois, il peut revenir sur les traces d'Ahmed Sékou Touré et des traces, disons, qui sont fondamentales pour nous. Alors, avant de parler de la crise dans laquelle le pays se trouve être plongé en ce qui concerne la gestion d'Alpha Condé, il y a cette question que moi je voudrais vous poser, c'est un peu votre regard sur la gestion d'Alpha Condé en tant que parti PDG-RDA. Aujourd'hui, si on vous demandait de faire notamment une appréciation de la gestion du pouvoir d'Alpha Condé de 2010 jusqu'à maintenant, quelle serait votre réponse? Bon, une appréciation sur le regard de la gestion du président Alpha Condé, c'est très simple pour nous. Chaque parti politique a ses ambitions. Chaque parti politique a son programme. Nous pensons qu'à travers le programme du professeur Alpha Condé, il a certainement privilégié les infrastructures. Il faut le reconnaître. Les barrages hydrauliques que nous avons, les hôtels, j'en viendrai de toute façon. Les hôtels, les barrages hydroélectriques et un peu le réseau routier qu'il est maintenant en train de régler. Mais au-delà de ça, nous par contre, quand au PDG là, on parle vraiment de développement, ce développement-là doit permettre à un peuple de s'émanciper. Et comment? C'est de permettre à ce peuple-là de participer à la gestion directe de ses affaires. Dans, disons, je vous prends, M. Barry, dans votre quartier, dans votre commune, dans votre secteur, que vous incarnez une portion, une parcelle de responsabilité dans la gestion des affaires de l'État. Je crois que ça, c'est une nature purement démocratique, profondément démocratique qu'a exercé le PDG. Nous pensons qu'à travers cette méthode, en mettant le peuple au sein des activités de la nation, qui est un sujet et acteur même du développement, je crois que toutes les questions liées au développement ne peuvent pas échapper à ce peuple-là. Et ce peuple-là peut se considérer comme partie intégrale du processus de développement. Et ça, aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Alors, nous aimons bien les infrastructures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le bilan du professeur Alpha Condé est globalement négatif? Bon, ça, ce sont eux qui le disent. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux. C'est que je dis que chaque parti politique, chaque gouvernement a des programmes privilégiés. Apprécier le bilan. Non, vous me laissez pas. Vous êtes sur l'accord de l'Alliance. Non, pas du tout. C'est ce que je vois là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est quand même le PDG-RDA. C'est quand même le PDG-RDA qui parle. Ce que je veux dire, par exemple, j'ai dit chaque gouvernement a son programme. C'est ce que j'ai dit. Par endroit, nous apprécions. Mais là où il y a le problème, quand on parle de ces infrastructures aujourd'hui, mais c'est que ça ne profite pas aux Guinéens.
ça ne profite pas. Moi, Oly Biavougui, citoyen lambda, je n'ai pas les moyens de pouvoir avoir accès à ces hôtels, habiter au centre primaire, à ces hôtels, à centre primaire et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, plutôt, ils auraient dû privilégier les logements sociaux. Nous savons que le Guinée est confronté à cela. Et la question d'énergie, qui reste notamment... la question d'énergie, il faut apprécier, mais ce qui a lieu d'aujourd'hui, on a besoin de l'énergie. Pourquoi? Ce n'est pas pour regarder de la télé à la maison, simplement. Il faut que ça serve à pouvoir implanter des industries qui appartiennent au peuple de Guinée et qui nous permettent de transformer les produits locaux que nous produisons ici. C'est ça l'intérêt de l'énergie. Mais quand on a l'énergie pour simplement rester à la maison, suivre J-Magic ou je ne sais pas, Bar céréales, ce qui s'ensuit, nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode de travail-là. Et d'ailleurs, quand on parle de ce réseau électrique, tout ce qui est barrage, qualité, Soapiti, pour nous, ce n'est pas nouveau. C'est des programmes qui avaient été conçus, planifiés par le PDG et que le président Alpha Condé aujourd'hui est en train d'appliquer, de pratiquer. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Nous apprécions ce que ces barrages-là soient faits, mais par endroit, je ne suis pas ingénieur électrique, mais c'est que par endroit, vraiment, il y a des critères qui n'ont pas répondu, qui ont fait que par endroit, ces barrages-là ont échoué. Si vous permettez, M. Biavougui, on va revenir notamment dans l'actualité sociopolitique de la Guinée, en ce qui concerne notamment la question de ces élections législatives à laquelle vous êtes déjà convié parce que votre parti notamment dans cette campagne. Oui. Alors on va aller avec ce premier reportage en ce qui concerne cette crise. On a notamment un élément de reportage qui consacre seulement avec le retrait de l'EIF qui est désormais été un coup dur et qui a suscité d'ailleurs la question en ce qui concerne notamment les réactions. On suit l'élément et on revient pour le décryptage. Le retrait de l'OIF du processus électoral est diversement apprécié dans la classe politique guinéenne. Ils ont tout accepté, approuvé, commenté et validé. Tout est bon, tout est bon. Ni était la sortie, n'est-ce pas, la désortie du président de la République, qui a fait le bras de bras avec la nation française. Les gens là allaient accompagner le président parce que leur intérêt se trouve avec eux, mais pas l'intérêt du peuple. Et les anomalies qui étaient au niveau du fichier ont été corrigées. Et que la Guinée a le meilleur fichier alors là en Afrique. L'OIF a confirmé ça. C'est pas à la volée comme ça, à la dernière minute, l'OIF va nous dire qu'ils se sont retirés du processus électoral parce que je ne sais il y a eu quoi. Ces décisions de l'OIF sont plutôt comme une victoire pour l'opposition dans son ensemble. Le processus électoral étant biaisé depuis le début, selon ce membre de l'UFR. Cette déclaration de l'OIF ou cette décision de quitter le processus et en même temps dénoncer le même processus ne vient que conforter la position de l'UFR de l'opposition politique. C'est des choses que nous avons dénoncées il y a longtemps de cela. Parce que dans ce fichier-là, on avait détecté, après l'audit, qu'il y avait 1 500 000 et quelques fictifs dans le fichier et qu'il y avait 3 millions d'électeurs non doublonnés. Ce double scrutin concentre toute la crise politique guinéenne. Préoccupée par cette atmosphère d'instabilité, cette mère de famille invite les acteurs politiques et sociaux à privilégier l'essentiel dans l'intérêt de la Guinée. J'appelle toutes les mamans à retenir les enfants. Il ne faut pas qu'ils sortent dans la rue. Nous ne voulons pas de la violence. Nous sommes des femmes. Quand il y a violence, nous sommes tous les premières victimes. Nous-mêmes, nous sommes les pousses les plus vulnérables. Donc, dans ce pays-là, nous appelons tout le monde au calme. Malgré les multiples dénonciations de l'opposition, le processus électoral suit son cours. Le double scrutin législatif et référendaire du 1er mars est maintenu contre vents et marées. C'était un peu la réaction de quelques acteurs politiques et citoyens qui s'exprimaient sur ces retraits de l'Organisation internationale de la francophonie du processus électoral guinéen. Alors, monsieur Biavougui, vous du côté du PDG RDA, quelle est votre position sur ces deux aspects aujourd'hui qui deviennent la pomme de discorde entre les acteurs politiques de Guinée? Il y a un principe qui guide le combat du PDG RDA, celui de la souveraineté. Nous avons été acteurs décisifs sous le leadership incontesté du responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, à conquérir l'indépendance guinéenne. Donc par endroit, cela fait du PDG gardien de cette souveraineté nationale. On parle de l'OIF. L'OIF est l'Organisation internationale de la francophonie. Qu'est-ce que l'OIF a à voir dans un processus politique électoral? Qu'est-ce que l'OIF a à voir? Nous n'avons pas la raison. Que l'OIF s'occupe des questions de langue, parce que son objectif principal, c'est la valorisation de la langue française.
mais qu'elle vienne s'impliquer dans le processus électoral guinéen, dans un cadre politique, nous ne comprenons pas. Et c'est là nous parlons de violation de notre souveraineté. Tous ceux qui sont exprimés aujourd'hui, que ce soit de l'opposition, de la mouvance, les acteurs, les leaders d'opinion, par rapport à cette ingérence de l'OIF, font de la bassesse patriotique, font de la bassesse citoyenne. Parce que déjà, la Commission électorale nationale de Guinée, oui. Certes, parce qu'il faut faire appel à des expertises. Non, c'est ce que je vous dis. Une expertise peut se chercher ailleurs, dans les structures qui sont dans ce domaine-là. Mais je vous dis, l'OIF a un objectif principal, c'est la valorisation de la langue française. Qu'est-ce que l'OIF, en tant qu'institution qui valorise la langue française, a à avoir dans le processus politique guinéen? C'est là que je parle de la bassesse républicaine, de la bassesse patriotique, de tous ceux qui sont en train de faire allusion à l'OIF par rapport à son retrait, par rapport à tout ce que l'OIF a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est de la bassesse. Non, la question de l'OIF, c'est que le retrait de l'OIF montre à suffisance un peu cette question de la crédibilité. Non, c'est-à-dire, moi je ne vais pas jusqu'à ce niveau. Moi je ne vais même pas jusqu'à ce niveau. Je vous dis, l'OIF n'avait pas le droit de participer à ce processus-là. L'opposition a accepté. La CEDE a accepté. Le RPG, je dirais, une partie de ceux qui sont assurés ont accepté. Alors, donc le PDG n'est pas dans cette logique-là. Quel est votre position? C'est un non-événement, je reviendrai dessus. C'est un non-événement pour moi. Le fait que l'OIF d'abord soit associé, que l'OIF se retire, c'est un non-événement. Et je crois que ceux qui sont en train de compromettre cette souveraineté nationale doivent se remettre en cause par rapport à ce processus-là. En partie, ils sont responsables par rapport à ça. Deux, la question du fichier électoral. La CENI. Quand on parle de la CENI, en une minute, nous disons que la CENI doit être purement technique et non politique. La CENI doit être purement technique et non politique. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de crier de gauche à droite, UFDG, EFR, LPG, tous ceux qui sont en train de crier pour remettre en cause ce fichier électoral-là par endroit, en partie ils sont responsables. Parce qu'ils étaient là quand on a commencé le recensement. Ils n'ont rien dit. Ils ont participé à un processus jusqu'à arriver à un niveau donné. Quand ils ont vu que leur intérêt particulier était compromis par l'intérêt du peuple de Guinée, ils ont décidé de se retirer. Donc on ne nous prend pas pour des dupes, nous voyons, nous avons les yeux pour voir, nous avons la cervelle pour au moins comprendre ce qui se passe. Mais ils font tout cela pensant qu'ils sont en train peut-être de duper le peuple de Guinée. Mais ils se trompent. Ce peuple-là encore est 1000 fois en avantage par rapport à cette place politique. Eh bien, vous avez compris, vous, téléspectateurs, c'était un peu la réaction de M. Oye Béavogu. Je rappelle qu'il est le secrétaire par intérim du parti PDG, secrétaire général du parti du PDG RDA, qui s'exprimait sur la question du fichier électoral. Alors, on va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler également du point de vue du parti du président Ahmed Sékou Touré sur la question du référendum, pourquoi pas le changement de la constitution aujourd'hui. C'est le parti du peuple de Guinée. Du peuple de Guinée, mais le fondateur et également le président révolutionnaire Ahmed Sékou Touré. On marque une courte pause et on revient juste après. Nos valeurs. Innovation, performance, intégrité. Merci de nous préférer sur la meilleure des télés en Guinée et pourquoi pas à cette émission Starcom et une confiance renouvelée à cette télé qui nous donne de la pompe et qui donne l'ambition de vous servir au mieux de nous-mêmes pour vous permettre notamment de comprendre les dessous de l'actualité nationale. Alors, Monsieur Béavogu, désormais, on va parler du processus électoral guinéen concernant l'organisation des élections législatives couplées au référendum. Alors, vous, du côté du PDG RDA, quel est votre avis sur notamment la question d'organisation de ces élections couplées, référendum et élections législatives? La question du couplage de ces deux scrutins, il faut dire que nous, on n'a pas été surpris. Parce que depuis les consultations nationales, on a d'abord alerté, même par rapport à ces multitudes de reports-là. Vous pouvez, je vous envoie d'ailleurs au rapport de ces consultations, vous pourrez également lire l'avis du PDG par rapport à ces éventuels reports. Parce qu'on a été très averti pour leur dire que peu importe la date à laquelle les élections vont être organisées, cela n'est pas le problème du PDG RDA. Notre problème, c'est faire en sorte qu'il y ait des élections transparentes et crédibles, que le choix des citoyens puisse refléter, la voix des citoyens puisse refléter le choix des élus du peuple. Avec ça, on aura moins de crises, on peut mieux maîtriser les problèmes, les crises socio-politiques. 1. 2.
la question du couplage avec le référendum. Le chef de l'État, il a pris cette décision voilà, qui lui vient de droit. Mais ce qu'il a lui à dire à ce niveau, c'est qu'ils ont lancé un programme de consultation nationale. Les uns et les autres ont apporté leur avis. Et c'est en train de dire que par un droit... biaisé, une consultation biaisée. C'est ce que je... Voilà, vous... Et que vous avez cautionné. Non, on ne l'a pas cautionné. Non, on l'a pas cautionné. Non. Je rappelle, les consultations... Oui, vous laissez aller vous laissez aller les consultations, nous avons apprécié les consultations. D'autant plus qu'elles ont permis aux partis politiques, aux organisations de la société, à vous les professionnels de médias, de participer à ces consultations. Vous avez émis des avis. L'initiative de la consultation ne vous revient pas. Le chef de l'État, il a fait le projet. Et quand vous dites que la procédure a été biaisée, je suis d'accord avec ce que nous avons d'ailleurs dénoncé, ce que nous continuons à dénoncer. En participant? Non, pas en participant. À ces consultations? Non, en participant à ces consultations. La procédure n'a pas été biaisée, mais plutôt le projet de loi qui a été proposé par le chef de l'État devait être soumis au peuple. Mais comment? De façon structurelle et très organisée. Que les partis politiques... On va parler du projet. Oui. Revenons sur cette consultation. Parce que moi, je me dis quand même que vous avez été l'un des partis qui ont été utilisés par la mouvance. Non, pas du tout. Pas la mouvance. Non, je rappelle pas la mouvance. Nous avons été associés au programme de consultation par la primature. Par la primature. Oui, mais la primature... Non, c'est une institution. C'est une... Non, c'est vous qui dites cela. On sait comment est-ce que le Premier ministre est la primature, c'est une institution du gouvernement de l'État guinéen. Je vais poser la question. Donc nous avons participé en ce sens-là, pas dans le compte de la mouvance. La question, c'est qu'avant ces consultations nationales, je rappelle que le président de la République, lors d'une visite du côté des États-Unis à New York, précisément, avait dit à ses militants de se préparer au référendum, avant même qu'on ne parle de consultation. Et les opposants, à l'époque, ont estimé que les consultations étaient en quelque sorte une sorte de fuite en avant, parce qu'elle ne servira à rien. Le président Alpha Condé est sur un processus. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi je dis que la procédure a été biaisée. L'idée du référendum, elle n'est pas mal. Pourquoi? Parce que le président ne se médit jamais de toute façon. Ce que vous dites aujourd'hui, référendum, nouvelle constitution, pour vous c'est en actualité, ou peut-être qu'à travers vous, ils ont pu imposer en actualité nationale, mais le PDG avait déjà dit ça depuis 2010. On a refusé de nous écouter parce que peut-être qu'on n'est pas à l'Assemblée, que nous n'étions pas dans les institutions nationales. L'opposition, le pouvoir en place, personne ne nous a écoutés. Parce qu'à l'époque, on a été les seuls à dire que cette constitution que nous avons aujourd'hui n'a pas été adoptée par référendum. Alors, a été promulguée qu'on permette au peuple de Guinée de se prononcer dessus. Personne ne nous a écoutés. Alors, si vous permettez, 9 ans après, cette question est imposée en actualité nationale. Nous nous arrêtons parce que ça veut dire que l'histoire donne toujours raison au PDG. Si vous permettez, M. Biavogui, on va partir rapidement sur le terrain que nous sommes dans cette logique. Un autre leader politique qui participe à ces élections législatives couplées au référendum constitutionnel, à la personne de M. Diabati Doré, président du parti RPR. M. Doré, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour M. Doré. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom. Alors cette première question, M. Doré, comment est-ce que vous, au sein de votre parti, vous avez apprécié l'annonce du report des élections législatives et référendaires qui étaient prévues initialement pour le 1er mars dernier par le chef de l'État? Bon, écoutez, je pense bien que ce report, pour une énième fois encore, n'honore pas notre pays en matière de démocratie. Cela veut dire que notre pays est en régression en matière de démocratie. On ne peut pas fixer la date d'une élection sans savoir que nous sommes prêts pour aller aux élections. Ça a été reporté au mois de décembre, reporté au mois de février 2 fois, et la 3e fois au mois de mars encore. Mais je crois que c'est souvent regrettable que notre jeune démocratie se porte ainsi. Non, M. Diabaté, quand même, vous parlez comme si quelqu'un qui n'est pas en Guinée, vous savez quand même que le pays traverse une crise avec ces manifestations, avec tout le débat qui tourne autour du fichier électoral. Est-ce qu'il était possible de parler d'élection en Guinée, une élection sereine et paisible? C'est tout cela que je dis que c'est regrettable parce que la CENI qui est censée organiser une élection transparente et crédible savait très bien que ce fichier n'est pas normal et que ce fichier doit être actualisé avant qu'on ne fixe la date. Vous savez, l'organisation d'une élection, c'est un processus. C'est un chronogramme. Ils n'ont même pas déroulé le chronogramme, ils fixent directement la date. Nous sommes en crise. La crise concerne quoi? Ce n'est pas une élection législative, mais la crise, c'est par rapport au 3e mandat et à la nouvelle constitution. Et donc, il s'avoue que pour cela,
Et la CENI devait tout faire pour que les parties prenantes, y compris l'opposition, la mouvance, que les acteurs vraiment puissent avoir un consensus avant d'aller aux élections. Moi, je souhaiterais qu'il y ait une élection consensuelle, une élection inclusive, donc que tout le monde participe aux élections. Et donc, je me dis que la CENI est responsable parce que ce sont les dictats du président de la République qui a demandé qu'il faut aller aux élections qu'elle était aux États-Unis, qu'il faut aller aux élections d'ici la fin de l'année. C'est pour cette raison qu'ils ont fixé la date du 28 décembre. Et ce 28 décembre a été annulé, reporté pour le 16. Le 16 a été reporté pour le 1er mars. Donc la CENI est responsable, ils savent très bien qu'il y a une crise. Et quand il y a une crise dans un pays, on doit tout faire d'abord de finir avec la crise avant d'aller aux élections. Alors, M. Doré, est-ce que vous, parce que je sais que vous renvoyez la balle de la responsabilité à l'institution en charge des élections en Guinée, mais est-ce que vous également, vous n'êtes pas en partie responsable de cette situation? Parce que je rappelle que les partis poids lourds de l'opposition se sont retirés du processus et vous avez accepté de participer à ce processus malgré tout ce que vous dénoncez là. Mon frère, écoutez, je crois que tous les partis politiques sont indépendants. Nous avons l'agrément. Nous avons notre projet, nous avons des ambitions. Nous nous sommes dit que nous ne faisons pas la politique de la 16-10. Est-ce que vous comprenez? Cela ne veut pas dire qu'on fait partie aujourd'hui d'une coalition et que cette coalition, une partie décide de ne pas participer à ces élections et que nous aussi qu'on participe. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas de l'opposition. Je vous donne un exemple en 2013. En 2013, il était question que le WIMA n'organise pas les élections. Mais l'opposition a marché, il y a eu même des morts. Le seul parti qui n'a pas participé à ces élections, c'était le PM, le parti de Fayad Mono. Mais l'UFPG, l'UFR, ils ont tous à la dernière minute, ils ont participé aux élections. Malgré qu'il y a eu des morts. Mais parce que le parti a décidé de partir. Ce n'est pas des partis, mais c'est le parti. C'est une structure, c'est une institution. C'est l'institution, la majorité, d'ici, de Conakry à Youmou, à Matanta, partout, décide, l'institution décide de participer à une élection. Et je crois que moi, en tant que président, je ne peux pas déroger à faire règles. Et donc, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition qu'une partie a participé. Je ne suis pas seul de l'opposition. Le leadership de Mamadou Sela a participé. Et tant d'autres partis politiques ne peuvent aider. Et donc, chaque parti est indépendant. Et je crois que nous ne faisons que suivre maintenant les structures du parti qui ont décidé de participer aux élections. Moi, je ne pense pas que c'est une trahison. Alors, cette dernière question, M. Doré, il faut dire que qui parle d'élection parle d'investissement. Aujourd'hui, après des semaines de campagne, vous vous retrouvez face à un fait accompli infligé par la CENI qui reste sur le déshydratat du pouvoir en place. Quels sont les dommages que votre parti a enregistrés par ce report des élections législatives couplées au référendum? Oui, mais ce n'est pas seulement que le RPR, tous les partis qui ont participé à la campagne aux législatives, je crois que nous sommes en train de payer le prix. Et aujourd'hui, nous avons, après ce report, nous avons tenu 2 réunions. Et cet après-midi, nous avons encore une autre réunion. Et nous avons même écrit hier à la CENI une rencontre avec le commissaire et le président de la CENI. Et c'est cela qu'on va discuter parce que, au moins, nous faisons partie maintenant des acteurs de ce processus. Et quel que soit le problème, on doit nous informer. Mais il y a un manque de communication au sein de la CENI. La CENI devait nous informer. Mais je suis surpris aussi que le président de la CENI dise que j'ai appris à le même moment que vous à la télé. C'est pas normal. Le président ne peut pas reporter comme ça sans que l'institution en charge des élections ne soit informée. Et donc, nous allons rencontrer dans les jours à venir la CENI. Et je crois que vous, les médias, vous serez informés parce que nous allons faire un communiqué ou une déclaration par rapport à ça. C'était présent dans cette émission, M. Diabati Doré. Merci d'être passé dans l'émission SARCOM. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir. C'est à moi de vous remercier. Bonne journée. Je salue les millions d'auditeurs qui vous écoutent dans ce moment. Merci beaucoup. Alors, nous revenons sur ce plateau avec notre invité du jour, M. Oye Biavogui, secrétaire général par intérim du parti PDG RDA. Alors, il faut dire que la nouvelle constitution, la question est-elle un avant-projet ou au lieu d'un projet, comme vous l'avez souligné dans un débat récent à la RTG, dans ces cas, que faudrait-il faire, notamment en vue de se parler sur un référendum? Qu'est-ce qui devrait être fait? Parce qu'on vous a suivi votre récente sortie. Ok. Une question très importante. Ce qui devait être fait, c'était très simple pour nous. Nous avons été aux consultations. Nous avons émis des avis
ils ont fait le projet. En retour, qui devrait être soumis à ces mêmes organisations ou ces mêmes organismes, qui alors tout devrait statuer. Et comment? De façon structurelle et de façon très organisée. On a, vous, les professionnels de médias, en principe, quand il y a l'avant-projet de la Constitution, on vous le soumet et que vous donnez votre avis, que vous portez vos avis. Que nous, les partis politiques, que ce soit la même chose, les agriculteurs, les artisans, les artistes, même l'armée, tous les forces, en fait, toutes les forces vives de la nation qui sont impliquées dans le processus de développement, qui s'impliquent dans la vie de notre nation, devraient tous statuer dans leur organisation respective et ensuite remonter tous ces avis au niveau du comité ou de celui qui a rédigé l'avant-projet de cette constitution. En conséquence de cause, le président de la République pouvait arrêter une décision finale par rapport à la dite constitution parce que chacun aurait donné son avis en fonction des points qui lui sont favorables, mais qui sont aussi favorables au peuple de Guinée. Voilà, là on dit que la procédure a été biaisée. Maintenant, on a un projet, parce que moi je considère que jusque-là c'est l'avant-projet de la Constitution qui est soumis, nous sommes en campagne, mais que le citoyen même ne connaît pas. Quand on parle de Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est un guide de tous les jours. Que tu aies ça te permet de te comporter dans la société, nuit et jour. Cela n'a pas été fait. Et d'autant plus qu'on a une population si vous en majorité analphabète. On est un peu pris par le temps. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais pour parler notamment sur la question de l'opportunité pour le PDG RDA d'avoir plus de sièges que par le passé, les grands partis de l'opposition étant absents du processus électoral. Mais avant ça, on marque une courte pause. On revient juste après. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. De retour sur ce plateau avec cette émission essentiellement consacrée à laver la position du parti PDG RDA sur la question notamment de la crise qui prévaut en Guinée. Alors cette question que je m'en vais vous poser, c'est parce que vous participez au processus électoral. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous en tant que parti PDG RDA avec l'absence de poids lourds de l'opposition. Est-ce que aujourd'hui, c'est pas une aubaine pour vous de vous faire plus de sièges à l'Assemblée que par le passé? Est-ce que c'est possible de rêver? D'abord, je dis que le concept de grand parti, pour moi, ça n'existe pas. Parce que tout ce que vous avez aujourd'hui, comme je dis dans grand parti, ne sont que des ethnostratèges qui utilisent les ethnies. Attention. Non, ça c'est une réalité qui utilise les ethnies. La grandeur d'un parti politique, c'est justifié par son poids électoral. C'est ce que je vous dis. Et aujourd'hui, ce poids électoral-là n'est arraché qu'au niveau de l'ethnie de la communauté. Non, attention. C'est là une réalité, vous ne pouvez pas le nier. C'est là une réalité. De toute façon, ce n'est pas la réponse à votre question. Oui. Ce que je veux dire simplement. Je veux que vous acceptez. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non, il y a des grands partis d'accord, mais ethnostratèges. Mais à part ça, il n'y a aucun grand parti qui a des fondements idéologiques, disons, politiques, plus que le PDG RDA. Pour nous. Donc, concept grand parti, moi je mets ça de côté. C'est que je sais, des partis politiques n'ont pas participé au processus. Alors, pourquoi le PDG RDA peut profiter? Non. Parce que c'est une sorte de profit. Non. Si vous appelez ça une opportunité, je m'excuse. Parce qu'en 2010, nous avons participé aux élections. Ça n'a rien servi. Ça n'a rien servi, non, parce que notre candidature a été boycottée. On nous a refusé, nous avons payé les cautions, tout. À la dernière minute, on dit que non, le PDG n'est pas candidat. Non, c'est pas. Peut-être le moment viendra où on devra dire ça. En 2013, nous avons participé aux élections législatives. Avec aucun siège. Avec aucun siège, je confirme cela. Mais c'est parce que aussi nos voix nous ont été arrachées par endroits. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est deux. En 2015, effectivement, on n'a pas participé. On s'est mieux préparé pour les élections communales passées. Les élections communales passées. C'est vrai, on ne s'est pas présenté sur toute l'étendue du territoire. Mais partout, on s'est présenté, à part Siri, où des voix nous ont été également arrachées, et Mali Mbere, partout, on a eu des voix. Et aujourd'hui, tous ces élus-là ne sont essentiellement que des jeunes qui sont au niveau de l'exécutif de ces circonscriptions. En parlant de Massanta jusqu'à venir un peu par Conakry. Donc cela est une réalité. Et ce qui fait même de ce PDG-là, la deuxième force politique au sein de cette mouvance présidentielle, à part le RPG, il n'y a aucun parti politique qui dépasse un nombre de conseillers. Le PDG RDA, je vous lance le défi
vérifier les statistiques lors des élections communales au sein de la mouvance présidentielle, je précise bien, s'il y a un parti à part le RPG qui dépasse le PDG en termes de conseillers. Donc on a de dire que le PDG, ce n'est pas pour l'opportunité, ce sont eux qui ont décidé de participer au processus. Arrivé à un niveau donné, ils ont encore décidé de se retirer, c'est de leur droit. Donc moi je ne vois vraiment pas d'inconvénient et c'est pourquoi même j'ai dit reporter des élections sans perspective n'a pas de sens. Peut-être la perspective c'était encore de permettre à ces jeunes de participer en ayant une élection inclusive. On n'est pas contre que des gens participent. Est-ce que vous, PDG RDA, vous pensez qu'aujourd'hui en Guinée, avec ce passé monstrueux, c'est ce que vous dites. Non, c'est la réalité. Allez-y. Il y a une association. Non, il y a une association des victimes de Kambouaro. On ne peut pas le cacher. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDG RDA peut avoir le courage de s'arrêter devant les Guinéens pour dire c'est possible de vous aider? Je crois après 26 ans de règne. Oui, je crois qu'à l'instant je suis en train de le faire. Quand vous me parlez du Kambouaro, 26 ans de règne. Le Kambouaro, moi c'est ma plus grande révolution, c'est ma plus grande fierté révolutionnaire. Parce que s'il n'y avait pas eu ce Kambouaro, les intérêts de ce pays-là auraient été compromis. Vous parlez de ce Kambouaro, ils ont parlé des chiffres de 50 000 morts, mais cette association ne compte même pas plus de 150 membres. Où sont les autres? Où sont les autres? Le Kambouaro, c'est vrai. Ils sont morts au Kambouaro. C'est vrai, on a pendu des gens. C'est vrai, on a fusillé des gens. Mais pourquoi on les a fait? Qu'ils aient le courage de dire au peuple de Guinée, mon papa a été fusillé, mon papa a été emprisonné parce qu'il a fait ça. Mais tout le monde refuse de reconnaître la cause. On se rallie aux effets. Ce n'est pas normal. C'est indigne pour moi. Je dis aujourd'hui, la position du PDG, je suis fier de la dictature du peuple de Guinée sous le règne du président Sékou Touré. C'est là où vous vous trompez. Je vous donne des exemples. Écoutez, quand ils ont déclaré le fameux chiffre de 50 000, Amnesty International est venu. Ils ont discuté, ils ont vérifié. Après, ils ont dit que Sékou Touré n'a tranché au nom du peuple. Et après, il n'y a eu rien. Après tout, il n'y a eu rien. Vous dites 50 000. L'association des victimes du Kambouaro, je vous dis qu'ils ne font pas plus de 150 personnes. Alors, où sont les autres? Qui viennent se rallier? Il y en a plein, mais où sont-ils? Pourquoi ils ne se rallient pas? Parce qu'ils savent que, par endroit, même si pour moi je ne me réjouis pas de cette mort-là, mais ils savent que par endroit, leurs parents ont été fautifs à l'égard du peuple de Guinée, à l'égard du président. L'autre déception. Donc, quand vous dites que moi je n'ai pas le courage de m'arrêter devant ce peuple de Guinée pour parler, ça va être difficile. Oh mon Dieu, c'est ce que je suis en train de faire là. L'autre déception, parlant de votre parti, parce que je rappelle quand même que le premier secrétaire du parti, notamment, c'est le fils notamment de Sékou Touré, camarade Mohamed. Mais je rappelle, comparativement à d'autres fils des présidents d'Afrique à l'époque de Sékou Touré, vous avez l'un des présidents les plus amorphes de la Guinée. Il a peut-être surfé sur votre jeunesse, mais en lui, en réalité, il n'y a rien. Est-ce que c'est une bonne personne de parler aux Guinéens en tant que fils d'un sanguinaire entre griffes, comme on le dit? Mohamed Touré, prenez tous les chefs d'État africains de l'ère qui ont conduit leur peuple à l'indépendance. Les enfants du président Ahmed Sékou Touré sont ceux-là qui sont les plus instruits. Je vous dis, quel est le carrière de Mohamed Touré? Non. Ne posez pas. Je réponds d'abord à votre première question. Pour me poser une question, je dis, prenez toute l'Afrique entière, en passant par Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, jusqu'au niveau de l'Afrique du Sud, Mandela, tous les grands leaders africains que vous connaissez, où sont leurs fils aujourd'hui? Kabila est là, il a été plusieurs fois président. Oh non, je parle de ces grands leaders-là, incontestés. Le président Ahmed Sékou Touré en fait partie. Patrice Lumumba en fait partie. Thomas Sankara en fait partie. Le guide de la révolution libyenne en fait partie. Où sont leurs enfants? En quoi se mesure ce nouveau c'est vous qui d'instruction? Parce que Mohamed Touré, quand vous tapez dans Google, le parcours il est néant, il n'y a rien. Ah bon, c'est vous qui le dites. Je vous enverrai son CV. C'est que je suis apprenez-nous quelque chose alors. Non. À part la dame qui est devenue aujourd'hui maire de côté de Mohamed Touré, il est d'abord financier. Il est financier, il a terminé ses études pratiquement à une année de la fin du régime. Il a été inspecteur financier au ministère de l'économie et des finances. Quand il y a eu le coup d'état du 3 avril, parce qu'il est simplement le fils du président Ahmed Sékou Touré, voilà l'homme qui a été arrêté, mis dans la même cellule que sa maman. Il a fait 4 ans de prison. Plutôt, vous n'entendrez jamais parler Mohamed de ça. J'en passe. Quand il a fini, il a eu une bourse d'études à travers le président Houphouët-Boigny, qu'il a envoyé aux États-Unis, qu'il a offert la fameuse villa dont les gens font allusion pour dire que c'est les biens mal acquis. C'est mal. Je m'excuse, mais c'est archi fou. C'est le président Houphouët qui a offert ça aux camarades. Et qui a même préparé son mariage à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada avec son époux.
Et quand il a fini, il a eu à travailler aux États-Unis et même être fonctionnaire international au col de la Guinée-Bissau. C'est vous qui demandez la carrière de Mohamed. Oui. Il y a plus à dire, mais le temps est très minime. Il n'y a pas de problème. Alors, on revient à l'actualité. Oui. Vous, du côté du PDG RDA, quelle est votre position sur le retrait des teneurs de l'opposition dans le processus électoral? Comment est-ce que vous avez apprécié ça en une minute? Le retrait de l'opposition, mais qui règle ça avec la CENI, moi je n'ai pas d'appréciation. Ce que je dis, nous souhaitons qu'il y ait des élections inclusives. Si l'opposition à un moment a décidé de participer et à un moment a décidé de se retirer, c'est de leur droit. S'ils ne participent pas, qu'ils restent à la maison, qu'ils suivent le processus à la télé. Nous on ira aux élections et on va se faire élire au Parlement. C'est si il y a élection, bien sûr. Et bien sûr qu'il y a élection. Qui peut empêcher les élections? C'était également la position du parti PDG RDA sur le retrait des teneurs de l'opposition du processus électoral guinéen. Mais il faut dire, on va partir avec cet autre élément de reportage consacré à la médiation étrangère qui est aujourd'hui au cœur de la polémique en Guinée. Suite au report du double scrutin du 1er mars, une mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est attendue à Conakry ce mardi. Objectif: évaluer la fiabilité du logiciel de gestion du fichier électoral. À Conakry, cet effort de médiation de la CEDEAO est diversement interprété par les citoyens. Les parties prenantes de la Guinée ne se font pas confiance maintenant. Il faut l'implication des organisations internationales pour nous séparer. Ça ne nous rassure pas. Moi, en tout cas, ça ne me rassure pas. L'implication de la communauté internationale, ça ne me rassure pas si on va trouver une solution. Je suis content pour ça. Nous, on attend la vérité. Tout ça sera clair. Parce qu'ils sont venus pour ça, ils ne sont pas venus pour les mabouilles. Nous, on attend la vérité. On met la vérité devant les Guinéens. La manière qu'on doit aller là, la manière qu'on doit s'en sortir dedans. Nous, on est contre ce que le CEDEAO vient ici. Notre problème, c'est notre problème. On doit arranger ça en l'amiable. Alors, le boulot n'est pas venu mêler dans notre affaire. Cet étudiant est plutôt catégorique. Pour lui, la médiation internationale ne donne pas une bonne image de la Guinée. Il est de ceux qui privilégient le dialogue interguinéen. Pour moi, peut-être ils vont essayer de sensibiliser M. le Président, de renoncer. Peut-être son projet de troisième mandat en Guinée, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ils vont donner des conseils concordants au M. le Président. Non, ça ne donne pas une bonne image. Ça donne pas une bonne image. Nos problèmes de la Guinée, on doit gérer ça ici, à nous-mêmes. Il faut qu'il écoute. Le président de la République doit écouter. La manière dont on l'écoute, lui aussi doit écouter les autres. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un être humain qui peut parler à un être humain. Cette délégation des experts de la CEDEAO va également se pencher sur les 2 400 000 électeurs problématiques, également dénoncés par l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant ce temps, l'opposition qui maintient la pression sur le pouvoir projette de nouvelles manifestations les 5 et 6 mars 2020. C'était l'avis des gens sur la médiation de la CEDEAO en Guinée. Alors, Monsieur Biavogui, il faut dire quand même que, parlant de cette médiation, la principale information de ce report, c'est un peu la peur d'isolement de la Guinée vis-à-vis notamment de la communauté internationale. Vous, du côté du PDG RDA, je pense que ça ne rime pas avec vos ambitions. Comment est-ce que vous appréciez cet état de fait? Non, je ne dirais pas que ça ne rime pas avec nos ambitions. Parce qu'il y a des questions stratégiques qui se posent au niveau du continent. Et moi, je pense que les pressions sont à ce niveau. Et je peux parfaitement comprendre que l'Union africaine s'implique. Je peux parfaitement comprendre que la CEDEAO s'implique. Et qu'en conséquence, que le pouvoir, le chef des États, prenne des décisions qui puissent aller dans le sens de la quiétude sociale et en même temps permettre à ces gens-là de devenir encore experts, travailler sur le fichier pour qu'effectivement les élections qui auront lieu puissent refléter une élection digne de nous. Je pense que c'est tout à fait normal, mais ce qui a lieu de dénoncer par endroit, c'est que nous, dans tout ça là, on nous met où? Je mets un point d'interrogation. Pourquoi vous parlez nous, les autres acteurs qui sont en liste dans ce processus. Vous n'êtes pas important, c'est tout. Bon, c'est ce que vous dites, que nous ne sommes pas... C'est ça la réalité. Il suffit aujourd'hui que ces 29... Non, il suffit aujourd'hui que ces 29 partis-là se replient. Et que l'opposition revienne, non. Il y aura élection. J'ai compris que vous avez pris de... Non, mais c'est pas moi, c'est la réalité. Non, mais c'est une réalité, monsieur. Qu'est-ce qui est réalité? Parce que sur 29 partis, sur 29 partis qui participent, on annule parce qu'il y a au moins 3 à 4. Ça n'a pas été annulé, ça a été reporté. Oui. Ce qui veut dire que... Oui, c'est ce qui est dommage parce que la CENI, c'est pourquoi je suis quand M. Diabaté Dora a dit qu'il y a un programme, des actions qui ont été engagées. Effectivement, ces actions-là sont en cours. Parce que nous sommes en train de dire que même si il y a un report, mais au moins que la CENI
ait le courage de nous informer et que nous en discutons. Pour que, ça montre le mépris qu'on a vis-à-vis de vous. Non, il n'y a aucun mépris. Parti entre griffes. Non, il n'y a pas. En fait, si vous voulez appeler comme ça, ça devient un nouveau droit. De toute façon, nous considérons que nous participons aux élections pour pouvoir avoir des élections crédibles et transparentes. Quand il y a des manquements à un niveau donné, que tous les acteurs en liste soient consultés, que nous discutons, c'est ce que nous dénonçons. Maintenant, quant à vous de signifier cela comme un manque de respect, ou je sais pas. Non, mais c'est évident quand même. Non, moi je ne rentre pas dans ce débat. Ce que je suis en train de dire, c'est que la CEDEAO, l'Union africaine, je comprends parfaitement. Alors, cette question, si ces élections, oui, il faut le dire parce que selon les informations qu'on a, on fait plutôt à la promotion d'une transition bien structurée avec la médiation de la communauté internationale que d'élections avec la crise actuelle de Guinée. Alors vous, si il n'y a pas élection en 2020, quelle sera votre réaction? Je vous dis d'abord qu'il y aura plus des élections. Il y aura les élections législatives ici en Guinée. Je ne vois pas quelqu'un ou un parti ou c'est pas un groupe d'hommes qui peut empêcher cela. La raison est simple, c'est l'autorité de l'État qu'il faut simplement restaurer. Et puis nous on est au calme. Tu ne votes pas, reste chez toi. J'ai mon droit d'aller voter. Je vais voter, où est le problème? Pourquoi on veut compromettre l'intérêt d'un peuple par rapport à 2 entités, 3, 4 entités qui défendent les intérêts particuliers? Vous soutenez le 3e mandat au sein du PDG? Ce n'est pas à l'ordre du jour au sein du PDG. Vous n'avez pas de position sur la question du 3e mandat n'est pas à l'ordre du jour au sein du PDG. Vous avez peur de vous exprimer sur ça? Pourquoi? Parce que certainement vous avez des pressions au niveau de votre de tous les partis politiques qu'il y a aujourd'hui en Guinée. Le PDG est le parti qui est le plus avisé. C'est pourquoi j'ai dit, cette question-là, c'est vous qui l'imposez en actualité. Depuis 2010, on l'a dit, on maintient ce principe-là, qu'il fallait aller au référendum parce que cette condition que nous avons n'avait pas été... Mais la question du 3e mandat est une évidence, parce que le président n'exclut pas... 3e mandat par rapport à quoi? À qui? Alpha Condé, bien levé. Le débat de personne là, moi je ne rentre pas dans ça. Le président n'exclut pas de se présenter en 2020. Ça c'est vous qui le dites. Non, il a dit non, ça, que si son parti le présentait... Oui, c'est pourquoi il a posé la condition. Où est le problème? Il dit si. Pourquoi je vais m'exprimer dans une éventualité? Je ne m'exprime pas dessus. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas à l'ordre du jour au sein du PDG. Alors, la dernière question, il faut le dire que le Front National pour la Défense de la Constitution continue toujours de mettre la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé. Et c'est pas trop généraliste qu'on puisse voir la position du PDG RDA sur la question du FNDC ou de ses manifestations. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous notamment de tout le combat du FNDC en ce qui concerne notamment par rapport au 3e mandat et pourquoi pas de la Constitution? Le FNDC, nous avons dit, nous répétons et nous réitérons, nous respectons la démarche du FNDC. Le FNDC, dans sa partie société civile, le FNDC, si ce FNDC veut avoir effectivement la confiance du peuple militant de Guinée, que le FNDC se débarrasse de ces leaders politiques-là qui nous ont foutus dans ce problème-là. Qui se débarrasse d'eux. C'est les problèmes citoyens, puisqu'ils l'ont dit, qu'ils le règlent en problème citoyen. Les problèmes politiques, entre leaders politiques, on Vous oubliez quand même l'histoire de votre parti. Je rappelle, votre premier président était en quelque sorte syndicaliste et après il s'est transformé en politique. Et puis il a abandonné on ne peut pas dissocier la société de la politique. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas dissocier. Mais le FNDC a été très clair. C'est un combat citoyen qu'il mène. À moins que ce soit le contraire. C'est ce qu'ils ont dit. Donc c'est pourquoi je dis que nous respectons la démarche du FNDC. Mais quelle démarche? Une démarche essentiellement société civile, c'est-à-dire les leaders ici de la société civile qui sont au sein de l'FNDC, c'est de ceci je parle. Mais tous ces leaders politiques là qui sont venus se greffer parce qu'ils sont en perte de vitesse, qui ne sont pas capables d'affronter le pouvoir dans leurs revendications politiques, ils veulent profiter du FNDC pour se faire valoir. Non, ça ne marchera pas. Et si ce FNDC là veut avoir la confiance du peuple de Guinée, que ce FNDC se débarrasse de ces leaders politiques qui sont en partie responsables de ces questions, de toutes ces questions qui sont posées aujourd'hui. Le fichier, le référendum, la constitution, les crises, ceux qui s'en suivent, ce sont eux. C'est vrai, le chef de l'État, il est le premier garant. Mais quand il y a la corruption, il y a forcément un corrompu, un corrupteur. Alors, cette dernière question sur cette autre actualité qui a brillé au sein de votre principal allié, notamment la mouvance présidentielle, c'est un peu cette démission du ministre Yero Baldé, qui n'est pas un militant de la dernière heure, mais plutôt un militant originaire du RPG Arc-en-Ciel. Comment est-ce que vous l'interprétez en tant que parti allié? Bon, je crois que ce sont des devoirs. Il a donné ses raisons, pour moi, qui sont valables. Et je crois que moi, je ne peux respecter que sa décision. Il dit que selon lui, le RPG Arc-en-Ciel a trahi ses propres ambitions. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a ses raisons. Et pour moi, je ne peux respecter que cela.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que la question, hein, c'est un peu ce rapprochement, parce que quand Alpha Condé dit qu'il prend la Guinée là où a laissé Sékou Touré, il y a forcément cette question qui revient. Certainement, il y a une certaine ressemblance entre le RPG et le PDG-RDA. Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas de point de ressemblance en termes notamment de politique? Il n'y a pas de point de ressemblance entre le RPG et le PDG. La jonction que nous avons, c'est un parti qui a un caractère socialiste, même si dans les faits, ce n'est pas cela. Okay. Donc, vouloir prendre la Guinée où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissé, c'est en 2010. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Votre alliance, c'est pour juste des éclaircissements. Oui. Votre alliance, c'était pour les 2 mandats, ou bien après la question du 3e mandat, il y a toujours alliance entre vous et la mouvance présidentielle? L'alliance du PDG avec le RPI ne s'est pas inscrite dans un temps. Nous avons fait une alliance par rapport à cette jonction relativement idéologique, même si dans les faits, eux, ils ne l'appliquent pas. Et cette alliance a été faite dans le cadre de pouvoir gérer la nation. Elle est illimitée, votre alliance. Voilà. Ce qui veut dire, même s'il y a un éventuel de 3e mandat, vous serez tous un parti. Non, elle peut s'arrêter aujourd'hui comme demain, comme après-demain. Alors, il faut dire qu'il ne me reste qu'à vous dire merci d'accepter d'être passé dans cette émission Starcom. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Oui, merci, j'espère aussi. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai le maximum de temps pour mieux dire davantage. Il faut dire que ce n'est que partie remise, mais on a quand même des obligations de la télé qui fait qu'il y a trop de consistance en termes notamment de temps et de la cadence de cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire, vous, téléspectateurs, qui avez pris votre précieux temps pour nous suivre dans cette émission Starcom. Merci pour votre aimable attention et on se reprend à bientôt pour d'autres numéros de cette émission Starcom. Et surtout, restez fidèles à ce programme de la télé du 21e siècle, car le meilleur reste à venir.